Ok, bonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode du Journal Bonsoir. Club du GACI qui va porter sur les indications, les modalités de revascularisation myocardique dans le cadre des syndromes coronaires chroniques et dans le contexte des nouvelles recommandations ESC 2024. Et donc ce soir, on a la chance d'être avec Dr Nathalie Noirclair de Lausanne. Bonjour Nathalie. Docteur Bonjour. Hakim Benamer de Massy et professeur Eric Van Bell, le président du GACI de Lille. Bonsoir Eric et Bonsoir bonsoir. à tous. Bonsoir à tous. Donc, merci à Nathalie. On a pour la première fois une session qui est internationale. Grâce à Nathalie, on commence à sortir le Journal Club du Gassi en dehors de la France et c'est bien. Je rappelle aussi, pour ceux qui sont connectés, et si vous n'avez pas déjà consulté, toutes les, tous les journal clubs sont accessibles. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, Antonin, tu as mis le lien à la fin, mais à chaque fois, j'oublie de le dire. Oui, Euh, oui, on a le lien et l'annonce pour le prochain numéro. à la fin, Et d'accord. voilà, vous avez sinon Donc, tout simplement à taper GACI sur YouTube et vous tombez sur la chaîne YouTube du GACI sur laquelle il y a tous les replays des journaux club qui sont enregistrés et dont celui-là fera également partie. N'hésitez pas également si vous avez des questions à nous interrompre, vous pouvez prendre la parole ou les poser sur le chat. Euh, donc, on se place dans le cadre du syndrome coronaire chronique. Pour faire une brève introduction, comme vous le savez tous, nos patients avec syndrome coronaire chronique, ils sont exposés à des symptômes, donc typiquement l'angor, la douleur thoracique, mais également à potentiellement des événements cardiovasculaires et éventuellement à un pronostic assombri. On va en discuter de tout ça et donc à un risque de mortalité. Et donc, tous nos patients, ça on le sait très bien tous, doivent bénéficier d'un traitement médical optimal. Et la question, et c'est ce qu'on va essayer de répondre dans les prochaines dizaines de minutes, c'est quels patients doivent bénéficier d'une revascularisation, pourquoi, pour quels objectifs, et chez les patients qu'on sélectionne pour une revascularisation, selon quelle modalité, c'est-à-dire une revascularisation percutanée avec une angioplastie ou une revascularisation chirurgicale avec le pontage. Alors, première partie qu'on vous propose, c'est de discuter des objectifs de la revascularisation. Je voulais tout d'abord revenir sur le concept de réserve de flux coronaire que vous connaissez probablement tous bien. Vous savez que lorsque le flux sanguin coronaire est au repos, c'est la ligne jaune du dessous sur la diapositive, eh bien, la présence d'une sténose coronaire ne va gêner le flux coronaire, ce flux coronaire de repos, que lorsqu'elle sera très importante, on dit à partir de 80-90%. Et c'est à partir de cette limite de 90% que le flux sanguin va diminuer et donc être à l'origine d'une ischémie myocardique et donc potentiellement de symptômes. Par contre, lorsque le cœur se met en exercice, se met en stress, il va y avoir une augmentation du flux sanguin du fait d'une diminution des résistances au niveau des artères épicardiques, mais surtout au niveau de la microcirculation, qui va faire augmenter le flux sanguin coronaire. Et cette augmentation, le rapport entre le flux sanguin d'effort et le flux sanguin de repos, est ce que l'on appelle la réserve de flux coronaire. Et vous voyez que c'est la courbe jaune du dessus. Lorsque il y a une sténose coronaire, eh bien, celle-ci va être à l'origine d'une diminution du flux d'exercice à partir de 50, 60% de sténose. Et donc, on va avoir des symptômes à l'effort. Et ça explique pourquoi nos patients avec syndrome coronaire chronique, au moins au début de l'évolution de leur maladie, ont principalement des symptômes à l'effort plutôt qu'au repos. Et donc, on imagine bien que quand on lève la sténose en faisant une angioplastie ou qu'on la contourne en faisant un pontage, eh bien, on va améliorer cette réserve de flux coronaire. Donc ça, c'est ce qui se passe d'un point de vue purement hémodynamique. On a des données pour dire que euh, lorsque il y a une altération de cette réserve de flux coronaire, eh bien, on va aussi avoir une augmentation du risque de MACE. Par exemple, ici, dans cette étude publiée en 2015, qui montrait que lorsqu'il y avait une altération de cette réserve de flux coronaire, eh bien, vous voyez qu'on change de courbe, la courbe verte et même la courbe orange pour les réserves de flux coronaires les plus altérées, et qu'on va avoir donc une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires. Et pourtant, dans les méta-analyses, alors là, il y a plein de données, c'est écrit petit, mais en résumé, pour cette diapositive, eh bien, on sait que nos patients avec des maladies coronaires stables, c'est-à-dire chez lesquels il n'y a pas eu de syndrome coronaire aigu récent, chez eux, l'angioplastie coronaire ou la revascularisation chirurgicale ne semble pas avoir un effet bénéfique faramineux sur le pronostic, sur le risque d'événements cardiovasculaires et sur la mortalité. Donc, on a l'impression, et on va en discuter encore tout au long de cet épisode, que lorsque l'on fait une revascularisation coronaire, on va améliorer les symptômes, mais est-ce que on va améliorer le pronostic de nos patients? Est-ce que nos patients avec syndrome coronaire chronique
finalement, meurent de ce syndrome coronaire chronique? Est-ce qu'on va leur améliorer leur pronostic? Est-ce qu'il y a déjà un commentaire là-dessus, peut-être Eric? Je vais couper mon micro. Oui, non, non, mais alors encore une fois, ça c'est la règle. Effectivement, on va aller un peu plus loin après. Ça c'est la règle générale. Il y a malgré tout, et c'est quand même ça sera la partie suivante, c'est-à-dire que il y aura un certain nombre de sous-groupes pour lesquels on a des données quand même qui montrent que la revascularisation au sens large, sans spécifier quelle méthodologie, va avoir un impact sur le pronostic, y compris chez les patients avec un syndrome coronaire chronique. Par contre, effectivement, déjà dans la base ou dans la grande partie de la population, on est dans ce contexte d'améliorer le pronostic et qui rejoint un autre débat qui va être celui de la coronarographie ou l'indication de la coronarographie, quand la coronarographie est indiquée. Et en général, le grand principe, c'est sur des patients qui sont symptomatiques. Donc, ça reste la base de 80, on va dire 80% des patients, c'est l'amélioration des symptômes. Hakim a un commentaire aussi sur les objectifs de la revascularisation? Oui, tout à fait. Je crois que Eric vient d'insister. Il y a deux grands axes, hein, l'amélioration fonctionnelle et puis le pronostic. Qu'on a des populations à très haut risque, comme les diabétiques, qui très souvent n'ont pas de symptômes, mais qui au demeurant ont une nécessité de revascularisation très particulière du fait de leur exposition à une surmortalité. Et on verra que aussi une approche anatomique de certains segments coronaires qui vont influencer le pronostic, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Exactement. Donc on va avancer. Donc on va passer maintenant vraiment aux indications de revascularisation et aux différentes situations qu'on va rencontrer en pratique clinique. Alors déjà, une chose sur laquelle j'aimerais insister, et les recommandations vraiment le mettre au centre de la prise de décision, c'est le patient. Et il faut vraiment insister sur le fait que le patient, on doit discuter avec lui, on doit lui expliquer les bénéfices, les risques des traitements qu'on lui propose, les alternatives à la revascularisation. Et on doit vraiment, encore une fois, discuter avec le patient, lui expliquer et prendre la décision conjointement avec lui. Et les recommandations insistent également sur la R-Team, donc cette réunion pluridisciplinaire qui doit comporter des cardiologues interventionnels, bien sûr, mais aussi des chirurgiens, des cardiologues non interventionnels, des imageurs, éventuellement des anesthésistes, des gériatres pour les patients âgés. Et on doit traduire aux patients, c'est bien expliqué dans les recommandations, en des termes simples et compréhensifs, les propositions de la R-Team pour décider conjointement avec lui. Vous voyez que tout ça, c'est des grades de recommandation, hein, donc c'est extrêmement important pour les recommandations. Alors ensuite, faut-il revasculariser nos malades et si oui, lesquels? Alors il y a plusieurs essais thérapeutiques, pour certains très connus, qui se sont intéressés à comparer la revascularisation avec le traitement médical dans le syndrome coronaire chronique. Alors, je vous propose de passer en revue certains d'entre eux en se plaçant dans quatre grandes situations en pratique. La première, c'est finalement notre cas par défaut, notre cas standard. Pas d'atteinte du tronc commun, pas de maladie multitronculaire, pas de dysfonction VG. On s'intéressera ensuite aux atteintes du tronc commun, aux malades avec une maladie multitronculaire et à la dysfonction ventriculaire gauche. Alors, le premier essai qui s'est intéressé, et dans cette situation standard, encore une fois, pas d'atteinte du tronc commun, pas de maladie multitronculaire, pas de dysfonction VG, le premier essai qui s'est intéressé à comparer la revascularisation percutanée et le traitement médical, c'était l'essai Courage qui avait été publié en 2007 et qui avait randomisé un peu plus de 2200 malades entre un bras traitement interventionnel avec une revascularisation percutanée et un bras traitement médical optimal. C'était des patients qui avaient une preuve d'ischémie myocardique et vous voyez que après un suivi médian d'un peu plus de 4 ans, aucune différence n'a été observée sur un critère composite qui associait les décès toutes causes et les infarctus du myocarde. Si on avance un petit peu, on avance de 11 ans, on arrive à l'essai Orbita, qui a également randomisé 200 malades entre un groupe, c'est la même chose, de revascularisation percutanée et un groupe traitement médical. Et cet essai Orbita avait pour originalité d'être le premier qui proposait un groupe placebo de la revascularisation chirurgicale en proposant des procédures sham et qui permettait de vraiment comparer en aveugle en tout cas pour le malade, en aveugle, ces deux stratégies thérapeutiques. Le critère de jugement dans cet essai, c'était l'amélioration du temps d'exercice à l'épreuve d'effort. Et là encore, on n'a observé aucune différence entre le groupe
placebo, donc, et le groupe traitement par revascularisation percutanée. On continue jusqu'à l'essai Ischemia, publié en 2020, un énorme essai qui avait randomisé plus de 5000 malades dans une stratégie invasive qui associait le traitement médical et la revascularisation percutanée, et le groupe conservateur qui consistait en un traitement médical optimal seul. C'était des patients qui devaient avoir une ischémie modérée ou sévère prouvée par les différents tests fonctionnels à notre disposition. Et là encore, après un délai médian de 3 ans, aucune différence sur le critère composite décès toute cause, infarctus du myocarde et réhospitalisation, notamment pour revascularisation urgente, aucune différence entre le groupe conservateur et le groupe traitement invasif. Par contre, une analyse du suivi de cette étude à plus long terme, l'étude Ischemia Extend, donc avec un suivi médian de plus de 5 ans, a montré que le traitement invasif semblait associé quand même à une amélioration du pronostic et notamment à une diminution du taux de décès cardiovasculaire dans ce groupe traitement invasif par rapport au groupe traitement médical seul. On passe ensuite à l'essai Orbita 2 qui a été publié l'année dernière. C'est le même groupe d'auteurs que l'essai Orbita, où ils ont refait finalement leur randomisation entre une procédure par angioplastie et une procédure placebo, et cette fois-ci chez des patients qui avaient que peu ou pas du tout de traitement médical. Ils ont démontré que dans cette situation, dans cette comparaison, le traitement par revascularisation percutanée était associé à une amélioration des symptômes d'angor et un moindre recours aux médicaments anti-angiogènes. Donc, encore une fois, lorsque l'on utilisait la revascularisation percutanée en comparaison avec une procédure placebo chez des patients qui n'étaient pas traités au plan médical. Et enfin, et on va après discuter de cette première situation, on peut se dire qu'on va essayer de sélectionner les lésions les plus à risque d'événements, et notamment les lésions qui sont hémodynamiquement significatives. Et ça, c'est l'essai FAME2 qui s'est intéressé à une stratégie de sélection des patients revascularisés avec la FFR. Et dans cet essai, les patients avec une sténose intermédiaire et une FFR inférieure ou égale à 0,80 étaient randomisés entre un bras traitement par revascularisation percutanée et un bras traitement médical. Et dans cet essai, la revascularisation donc guidée par la FFR était associée à un meilleur pronostic que le groupe traitement médical. Donc je m'arrête ici pour cette première situation. Encore une fois, nos patients finalement qui représentent la majorité de ce qu'on rencontre en pratique clinique, pas d'atteinte du tronc commun, pas de maladie multitronculaire et pas de dysfonction VG. Qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces données? Est-ce que l'angioplastie, ça marche ou pas dans cette situation, Eric? Bah, écoute, je pense que tu as bien résumé. Ça marche sur les symptômes. En tout cas, c'est ce que montre Orbita 2, même s'il y avait un petit peu de doute, entre guillemets, avec l'étude Orbita 1. Et ça marche à condition de bien sélectionner les patients, avec un effet sur les événements cliniques, certes pas sur la mortalité toute cause, mais en tout cas sur les événements cliniques. Si on sélectionne bien les patients, notamment avec l'utilisation de la technique FFR ou les équivalents de la FFR, hein, des techniques qui permettent d'affirmer que la sténose est bel et bien hémodynamiquement significative. Et je vous ramène à un autre journal club où on avait traité de ce sujet-là, de l'importance de bien sélectionner au-delà du patient, donc le patient qui est symptomatique, et de bien sélectionner les lésions, des lésions qui sont effectivement hémodynamiquement significatives, confirmées par un outil objectif type FFR, et avec ces deux éléments, encore, on va pouvoir euh, effectivement avoir une amélioration des symptômes et d'une partie du pronostic des patients, même si mais même pour l'instant, si on ne discute pas encore des événements durs type mortalité cardiovasculaire, même si tu as touché un petit peu avec ischémia extend, et on en reparlera probablement tout à l'heure. Donc voilà, pour moi, c'est les éléments de base. Ouais, je suis Alors, d'accord avec Eric. Et je pense que si on prend aussi un peu de hauteur par rapport à tout ça, on constate que si on a une approche du coronarien stable, global, et avec un sous-groupe de patients peu exposés au risque, comme ceux qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire pas de tronc commun, pas d'atteinte pluritronculaire et pas d'altération de la fonction ventriculaire gauche, eh bien, on n'arrivera pas à montrer d'effet sur l'amélioration du pronostic. Par contre, sur les symptômes, il y a des données qui sont effectivement plus encourageantes. Donc, ça veut dire qu'il faut cibler de manière plus précise
les patients qui sont à un risque de survenue d'événements. Et je pense que la FFR est un élément absolument capital dans ce cadre-là. Et alors justement, est-ce que en France, on utilise assez la FFR au regard de ces indications, puisque finalement, on comprend bien que ce gros groupe de patients représentés par cette situation, on a un apport énorme de la FFR. Est-ce que on l'utilise assez? Est-ce que c'est pas en contradiction avec le déremboursement de la FFR? Non, non, enfin, bien sûr, là, on va reprendre et Hakim pourra enchérir puisque c'était mon prédécesseur à la tête du GACI. On est dans une situation qui est assez paradoxale en France, c'est-à-dire que on a eu la chance d'avoir un remboursement. Alors, dont il a été critiqué son effet sur l'utilisation, mais même s'il a été positif, c'est-à-dire le remboursement a été associé à une meilleure utilisation, une plus grande utilisation de la FFR, mais qui effectivement est resté peut-être un peu limitée par rapport à ce qu'elle pouvait être, puisque le maximum qu'on ait atteint en France, c'est 10%, ce qui est probablement trop peu au vu des données dont on vient de parler, et ce qui vient d'être renforcé par les recommandations qui nous disent qu'effectivement, les lésions qui justifient d'une revascularisation, les nouvelles recommandations nous ont dit, ce sont des lésions fonctionnellement significative. Et une sténose fonctionnellement significative, ça veut dire une sténose pour laquelle, en pratique, sauf si on a la preuve par A plus B par un test non invasif, ce qui est quand même rarement le cas, on ait fait une FFR pour confirmer que chez ce patient stable, on avait bel et bien une ischémie dans le territoire concerné et qu'on devait le revasculariser. Donc là, on est un petit peu en retard. On a un travail en cours auprès des autorités pour essayer de faire évoluer les choses, mais c'est aussi à nous, cardiologues interventionnels, de prendre conscience de l'importance de le faire pour décider de la bonne revascularisation. C'est aussi l'objectif de ces recommandations, en mettant des recommandations de classe 1 sur la FFR et les techniques équivalentes type IFR ou QFR, de dire il est important de définir, de confirmer le caractère ischémique d'une sténose chez un patient stable avant de s'embarquer dans une stratégie de revascularisation. Je crois qu'il y a un point aussi qu'il faut évoquer, c'est que Eric l'a fait en parlant des tests non invasifs. Je crois qu'il y a une façon de sélectionner aussi les patients qui est de réaliser des tests non invasifs. Et on sait que quand on a une zone ischémique supérieure à 10%, eh bien, le patient est considéré comme étant un risque et la revascularisation plus motivée. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'arrivée du scanner coronaire donc qui injecte vraiment de l'anatomie pure et c'est dans les recommandations une façon tout à fait conforme de stratifier les malades. C'est-à-dire en première ligne pour les patients diabétiques et autres, on peut tout à fait faire un scanner et au décours du scanner, si celui-ci est pathologique, envoyer des malades en salle de cathé. Et là, on devrait, pour ce qui est de la FFR, avoir un taux de FFR encore plus important, puisque le scanner ne permet pas d'apprécier la zone d'ischémie. C'est simplement une approche purement anatomique, et donc la FFR est quasi indispensable chez ces patients-là qui sont très souvent asymptomatiques et qui arrivent en salle de cathé simplement avec un coroscan pathologique. Donc on est vraiment dans du paradoxe. Alors, la FFR aujourd'hui, elle est utilisée pas suffisamment. Il y a eu une augmentation un petit peu du GHS, de l'angioplastie, permettant de faire un peu tampon sur l'utilisation des guides, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'on va continuer à bosser pour que cette FFR soit remboursée à nouveau, car c'est vraiment un élément très important, surtout avec l'émergence du scanner. Je vous propose d'avancer sur notre deuxième situation. Donc là, on quitte les malades un peu standards pour aller chez ceux qui ont une atteinte du tronc commun. Alors là, je ne vais pas insister très longtemps parce qu'on en parlera de nouveau beaucoup du tronc commun pour les modalités de revascularisation, mais juste pour vous dire qu'on a on a de nombreuses données qui montrent que d'un point de vue de la survie, les patients qui vont le plus bénéficier de la revascularisation, c'est ceux qui ont une atteinte du tronc commun. Et cette étude assez ancienne ici le montrait bien, notamment sur la partie droite de la diapositive, où vous voyez que lorsque le tronc commun est atteint, eh bien, l'extension de la survie est la plus importante lorsqu'il y a une revascularisation chirurgicale. On avance tout de suite également sur la maladie multitronculaire, ici avec une sous-analyse de l'étude Ischemia.
qui montrait bien que les malades qui bénéficiaient le plus de la revascularisation étaient ceux qui avaient une maladie coronaire multitronculaire, avec notamment ici l'extension de la maladie coronaire appréciée par le score de Duke. Et vous voyez que quand le score de Duke était le plus élevé, eh bien, il y avait un net bénéfice de la revascularisation par rapport au traitement médical. Notre quatrième grande situation, ça va être la dysfonction ventriculaire gauche. Et là, on a trois grands essais qui se sont intéressés à cette situation. Le premier, c'était l'essai Stitch. Dans cet essai, les patients avec une FEVG inférieure à 35%, avec une insuffisance cardiaque d'origine ischémique, étaient inclus et randomisés entre un groupe revascularisation chirurgicale par pontage et un groupe traitement médical seul. Et vous voyez que dans ce premier suivi, suivi à plutôt court terme, à 4 ans de médiane de suivi, pas de différence sur la mortalité toute cause, un bénéfice sur un composite de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation pour cause cardiovasculaire, mais pas de différence sur la mortalité toute cause. Et par contre, deuxième étude, c'est le suivi à plus long terme de cette étude Stitch, à plus de 10 ans de suivi médian, et vous voyez qu'on dégage un bénéfice de cette revascularisation chirurgicale chez nos patients avec insuffisance cardiaque d'origine ischémique par rapport au traitement médical, avec des courbes qui continuent de se séparer sur la partie gauche de la diapositive à long terme. Et sur la partie droite, c'est de nouveau une amélioration du pronostic cardiovasculaire, décès cardiovasculaire et hospitalisation pour cause cardiovasculaire avec la chirurgie. Et on a le pendant de cette étude Stitch, mais avec la revascularisation percutanée, avec le même profil de malade, FEVG altéré d'origine ischémique dans l'étude Revive, qui a comparé cette fois-ci la revascularisation percutanée et le traitement médical et qui n'a pas montré de différence sur un critère qui associait les décès et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque entre ces deux stratégies. Il n'y avait pas non plus de différence en termes d'évolution de la FEVG. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ces malades avec des profils particuliers, soit une atteinte du tronc, soit des malades multitronculaires, soit la dysfonction VG, où on a vraiment l'impression que là, en revascularisation, on va avoir vraiment un impact sur leur pronostic. Non, non, mais enfin, globalement, tu as très bien séparé les quatre grandes populations, hein. Et donc là, on a les trois nouvelles populations que tu viens de nous présenter sont les populations pour lesquelles l'enjeu pronostic, que ce soit alors soit la mortalité toute cause, soit la mortalité cardiovasculaire est réel. Et là, on a un enjeu autour de la revascularisation et avec des données donc, que tu as présentées qui sont assez concordantes, hein, qui montrent bien, lorsqu'on a une stratégie de revascularisation adaptée dans ces populations-là, on fait la différence. Alors, que ce soit donc les données d'ischémia. Je rappelle que ischémia, pour garder quand même un peu les choses en tête, ischémia n'était pas une étude de revascularisation, hein, mais une étude de stratégie invasive versus stratégie conservatrice, hein, juste pour remettre les choses en perspective. Ischémia, c'était de dire je revascularise tout de suite versus je revascularise quand je pense que j'en aurai besoin. C'était pas revascularisation versus traitement médical tout à fait au sens où on l'entend. Et donc, c'est aussi intéressant de voir que dans ischémia, quand le suivi se prolonge et quand on s'intéresse aux patients les plus graves, c'est-à-dire donc ce que tu as dit, c'est-à-dire à la fois les troncs et les multitroncs, basé sur le coroscanner, on dégage une amélioration de pronostic par une stratégie dite invasive. Donc ça, c'est un point important et je pense que c'est un point à garder en tête. Et les deux autres populations, ben, le tronc, tu en as parlé, c'est des données qui sont certes anciennes, mais qui sont toujours valides. Et on discutera parce que je pense que là, on peut regrouper dans une certaine mesure la revascularisation par angioplastie et le pontage pour les patients multitrons, à partir du moment où on n'est pas sur les diabétiques, et encore une fois, on en reparlera, et les troncs. Pour les patients qui ont une grosse dysfonction VG, là, on voit qu'a priori, et là, c'est un petit peu un paradoxe, c'est que on serait plutôt tenté de leur proposer une chirurgie, au vu des données dont on dispose aujourd'hui. Mais il se trouve qu'en général, les chirurgiens ne sont pas très friands, ou les anesthésistes ne sont pas très friands d'opérer ces patients-là, et de savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Même si les données bon, sont plutôt assez claires en disant que si vous avez une dysfonction VG avec une fraction d'éjection en dessous de 35%, ce sont a priori des bons candidats au pontage. Mais les chirurgiens ou les anesthésistes n'entendent pas toujours les choses de la même façon. Juste quelques remarques.
Le tronc commun, donc ça ne fait absolument aucun doute, ça influence le pronostic, mais je pense que dans le pluritronculaire, il faut vraiment faire la part belle à l'IVA proximal, parce que l'IVA proximal est aussi une partie du réseau qui impacte le pronostic des patients. Donc je pense que l'IVA proximal devrait presque faire l'objet, un peu comme le tronc commun, d'une discussion particulière quand les patients ont une atteinte de ce segment. Donc ça, c'est un premier point. Le point aussi de la dysfonction ventriculaire gauche, alors effectivement, il y a une fourchette en dessous de laquelle il faut pas descendre pour que la chirurgie soit possible, hein. C'est-à-dire que les chirurgiens en dessous de 25% de fraction d'éjection, ils sont pas du tout friands. Par contre, effectivement, quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche entre 30 et 45% de fraction d'éjection, je pense que c'est effectivement un des éléments qui doit nous pousser à avoir une revascularisation la plus complète, la plus adaptée, PCI versus chirurgie. Très souvent d'ailleurs plus la chirurgie, parce que c'est un argument qui plaide pour la chirurgie que d'avoir de la dysfonction VG. Et ça permet d'injecter aussi toute l'importance du Heart Team, et on voit dans les recommandations à quel point, pour ce type de patient, dysfonction VG pluritronculaire, la discussion médico-chirurgicale doit être la pierre angulaire de la stratégie de revascularisation. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, je pense qu'il y a un élément aussi qui est très important, c'est le syntaxe score résiduel. En gros, lors de cette discussion, qu'est-ce qu'on va pouvoir revasculariser et est-ce qu'on va pouvoir améliorer la revascularisation de l'ensemble du réseau coronaire? Le dernier petit point et que je trouve passionnant, c'est l'étude Revived qui montre en fait la non-efficacité de l'angioplastie pour les patients qui auraient de la viabilité. Je pense que ça souligne surtout le fait, non pas que la revascularisation par angioplastie soit pas une bonne chose, mais c'est simplement qu'on a une façon d'apprécier la viabilité qui est trop approximative. Très souvent, on se contente d'un seul type d'examen. Il y en a qui font en fonction du local et des compétences locales. Certains font de la scintille, d'autres font de l'écho de but, de l'IRM. Donc, il y a des approches, ou du PET scan. Il y a des approches fonctionnelles et il y a des approches anatomiques. Je pense qu'on est vraiment encore dans une réflexion qui est pas suffisante dans l'appréciation de la viabilité, et on devrait plus discuter des différents outils et de l'opportunité les utiliser pour avoir une appréciation plus claire de la viabilité. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant ces discussions et je vous propose de conclure sur cette partie en vous présentant finalement les recommandations telles que édictées lors de cette dernière version en 2024, en reprenant nos quatre situations, avec finalement la première situation, donc encore une fois, patient par défaut, pas de lésion du tronc, pas de maladie multitronculaire, pas de dysfonction VG. Et là, on va améliorer, c'est tout en bas, leurs symptômes, et donc on doit proposer avec un grade de recommandation 1A la revascularisation chez nos patients qui ont des symptômes persistants malgré un traitement médical optimal. Et on peut également améliorer leur pronostic si on prouve qu'il y a des lésions fonctionnellement significatives, avec encore une fois la place importante de la FFR, mais également des autres tests d'ischémie fonctionnelle. Situation numéro 2, c'est tout en haut, c'est le tronc commun. Là, il n'y a pas de discussion, il faut revasculariser nos troncs communs, grade de recommandation 1A pour améliorer le pronostic de nos patients. Et c'est également le cas, deuxième ligne, pour les maladies multitronculaires, avec encore une fois ces recommandations qui insistent sur le caractère fonctionnel de ces lésions multitronculaires. Et enfin, trois lignes sur nos malades avec une dysfonction ventriculaire gauche pour insister sur le fait que une revascularisation est recommandée et doit être discuter en R-Team, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, avec une préférence et un grade de recommandation 1B pour la revascularisation chirurgicale chez nos patients qui seraient éligibles à un traitement chirurgical, c'est aussi ce qu'on discutait. Et par contre, chez les patients qui seraient à haut risque chirurgical ou même inopérables, eh bien, on peut bien entendu discuter l'angioplastie avec un grade de recommandation 2B. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces recommandations telles qu'elles ont été écrites et à la lumière des données qu'on a discutées?
Peut-être juste un petit point pour aller dans le sens de ce qu'a dit Hakim, hein, puisqu'il a insisté sur l'IVA proximale. Donc l'IVA proximale a été effectivement identifié, hein, c'est ce que tu as sur ta troisième ligne. Hein. Tout à fait. Et qu'à partir du moment où tu as une lésion de l'IVA proximale qui est fonctionnellement significative, en fait, la recommandation est la même que pour un tronc, hein, pour faire un peu C'est simple. ça, c'est Et ça. donc ça rejoint le commentaire d'Hakim de tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Et je vous propose d'avancer sur la troisième partie, donc je passe la parole à Nathalie. Merci. Donc, on va se concentrer maintenant sur les modalités de revascularisation qui sont soit chirurgie, soit angioplastie. Ce qui a changé dans les recommandations pour les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 35%, c'est plutôt une place en faveur de la chirurgie, sauf si le patient est à haut risque chirurgical où là, on peut considérer l'angioplastie. Pour la prise en charge du tronc commun, les recommandations restent pareilles. On évalue le risque chirurgical, puis en fonction du risque chirurgical, s'il est à haut risque ou bas risque, on verra en fonction de la complexité anatomique la prise en charge. Et également, toujours la place euh, angioplastie pour le patient diabétique, mais chez un patient qui est plutôt à haut risque chirurgical. On peut aller à la suivante. Ce qu'on a déjà dit pas mal de fois et que je vais réinsister dessus, c'est cette importance de la discussion médico-chirurgicale. Antonin l'a très bien dit. Il y a d'abord l'évaluation du risque qui avait une préférence pour le score STS. Et puis ensuite, en fonction du risque estimé par nos chirurgiens, nous, on peut dire notre avis pour la complexité des lésions. Est-ce que c'est quelque chose qui est favorable ou pas pour une angioplastie? L'idée, c'est que un patient qui sera ponté sur un réseau, par le pontage, il sera protégé si jamais il fait une occlusion de branche ou une occlusion d'un stent, s'il y a une rupture de plaque dans le vaisseau. Pour le tronc commun, donc, ce qui est recommandé chez le patient qui a faible risque chirurgical, c'est le pontage. Ce qui a fortement relancé dessus, c'est cette méta-analyse de 2021 qui s'est intéressée aux études qui avaient un recul d'au moins 5 ans sur le suivi de la mortalité cardiovasculaire. Et ces études, c'était les quatre principales, donc Excel, Noble, Pré-Combat et Syntax. On voit la population, c'est un peu flou, hein, mais l'âge médian, c'était 66 ans. Si on regarde la procédure de coronarographie, la plupart, c'était finalement en voie fémorale. Hein. La voie d'angioplastie qui a été faite par voie radiale était seulement de 22%. Pour la revascularisation chirurgicale, c'était essentiellement avec des mammaires sur IVA comme c'est recommandé. Et c'est tout ce que je voulais dire sur cette diapositive. Si on regarde en termes de mortalité à 5 ans, donc c'est le diagramme qui est la courbe de survie qui est à gauche, il n'y a pas de différence de mortalité entre le groupe chirurgie et angioplastie. Et si on va sur la slide d'après, ce qui va ressortir de significativement différent entre les deux groupes, c'est que finalement, il y aura moins d'infarctus spontanés, ce que je disais avant, et moins de revascularisation répétée dans le groupe pontage aortocoronarien. Pour les patients qui ont une faible complexité anatomique, enfin sur le tronc commun, pardon, suite à la sortie de cette méta-analyse, il y a eu un task force qui s'est réuni pour discuter de la prise en charge de ce tronc commun, qui a fait une analyse des études, notamment de cette méta-analyse, mais d'autres études qui avaient un recul suffisant. Et la conclusion, c'est donc pas de différence en termes de mortalité entre angioplastie et chirurgie pour le patient qui a faible risque, mais l'angioplastie, c'est moins invasive et non inférieure en termes de survie. On aura plus d'AVC en fait chez les patients qui vont avoir un pontage aortocoronarien, surtout dans la première année. C'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. On peut voir les différents événements possibles en fonction de chaque technique et on voit finalement qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux, une tendance plus à l'AVC en post-pontage et d'infarctus aussi périprocéduraux et plus en faveur d'infarctus spontané chez le patient qui a bénéficié d'une angioplastie. On peut aller sur la suivante. Il est ressorti du coup des recommandations pour la prise en charge de ces patients qui vont dépendre de ce qu'on a dit avant, des caractéristiques cliniques,
qui conditionnent la possibilité ou non d'une prise en charge chirurgicale, des caractéristiques anatomiques. Également, ce qui va dépendre, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'expertise du centre finalement, le volume, quelle est son habitude ben, en termes de pratique et de gestion de l'angioplastie et la préférence aussi du patient une fois qu'on lui aura expliqué les différentes possibilités, les différents risques, surtout en étant honnête, quel est le risque de mettre un stent et de perdre des branches. Et aussi, ce qui est par contre très fortement recommandé, c'est l'angioplastie du tronc commun, si elle est faite, qui sera guidée par l'imagerie endocoronaire, parce que ça a été prouvé clairement que ça améliore les résultats. Ce que j'ai pas dit dans la méta-analyse que j'ai montré avant, le pourcentage, c'était autour de 60% d'angioplastie guidée par IUS. Est-ce que vous avez des commentaires sur le tronc commun, J'ai une angioplastie question, versus... j'ai Ouais. une question pour les experts. Qu'est-ce qu'il faut penser du critère infarctus périprocédural on sait que c'est utilisé dans beaucoup d'études, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a un impact pronostic, ces infarctus périprocéduraux? Est-ce qu'il faut les mettre dans les comparaisons? Alors, c'est compliqué. Et en fait, la principale raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que on ne définit en général pas les infarctus périprocéduraux de la même façon après pontage et après angioplastie, dans la plupart des études. Et à peu près chaque étude a sa propre définition de l'infarctus périprocédural. Donc, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment au moment de la publication de Excel, où notamment les chirurgiens s'étaient un peu énervés avec ça. Donc, l'avantage d'avoir du suivi à long terme, en fait, le fait de pouvoir suivre les patients jusqu'à 5 ans, voire plus, et c'est l'intérêt, je pense, de la méta-analyse de Sabatine, c'est de pouvoir s'affranchir du problème de l'infarctus périprocédural, voire de l'infarctus spontané. Puisqu'en fait, pourquoi on s'intéresse à l'infarctus? Parce qu'on considère que c'est un événement grave qui va pouvoir conditionner à terme la mortalité. Mais si on a suffisamment de recul et on s'intéresse à la mortalité toute cause de la mortalité cardiovasculaire à 5 ans ou à 10 ans, la problématique de l'infarctus devient beaucoup moins importante. Ce qui compte, c'est que finalement le patient soit vivant et ait une bonne qualité de vie à 5 ans ou à 10 ans. Qu'il y ait eu à un moment donné un infarctus, ça devient un peu trivial à partir du moment où il est vivant, il a une bonne qualité de vie. Donc ça, c'est pour reboucler par rapport à la problématique et pour remettre un peu de perspective par rapport à ces méta-analyses qui se sont focalisées sur la mortalité, parce qu'en fait, la problématique de l'infarctus, elle est compliquée dans la mesure où on a fait à chaque fois des définitions ad hoc de ce qu'est un infarctus du myocarde dans ces études. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais avec des critères cliniques ou des critères de troponine et des valeurs qui sont différentes. Donc en fait, ça a cristallisé un peu une mini-guerre, on va dire, en tout cas entre les chirurgiens et les cardio-interventionnels sur le tronc commun et sur le fait qu'il y avait plus d'infarctus, moins d'infarctus. Mais à la fin du compte, au bout de 5 ans, ce qui compte, c'est les vivants. Donc voilà, donc ça je pense que c'est pour un peu remettre en perspective. Après, il faut garder en tête clairement que bien sûr la technique angioplastie intrinsèquement est associée à un risque plus élevé de nouvelles revascularisations, hein, ça a été dit. À partir du moment où le patient est informé, c'est un point qui doit être voilà, qui est clair et où tu as redit et pour reboucler sur la problématique de l'imagerie endocoronaire, c'est-à-dire que ce sont des gestes qui doivent être faits pour l'angioplastie du tronc de manière la plus efficace, par des équipes qui sont entraînées et qui utilisent l'imagerie. Je pense que ça, c'est un point important. Je laisserai Hakim commenter, mais l'utilisation, encore en France, reste un peu insuffisante. Et peut-être le dernier point, c'est le syntax score. On n'a pas forcément l'habitude d'utiliser le syntax score. Il faut savoir qu'un syntax score inférieur à 22, qui est le patient standard pour l'angioplastie du tronc, c'est un patient qui a une sténose du tronc, y compris distale, et éventuellement un vaisseau, hein. Donc, si vous mettez une sténose de la bifurcation du tronc plus une IVA, vous êtes à un syntax score autour de 17-18, à partir du moment où elle n'est pas très calcifiée, etc. Donc, syntax score en dessous de 22, ça veut dire patient qui a une lésion du tronc plus éventuellement un autre vaisseau, pas plus.
Et à partir de ce moment-là, le patient est éligible à l'angioplastie du tronc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément la faire. Mais en tout cas, le patient, il est dans une situation où les recommandations disent c'est équivalent à la chirurgie. Donc après, on peut discuter. Je crois que le point très important, c'est que l'angioplastie du tronc, c'est pas une angioplastie lambda. Je crois que c'est ça surtout que ça veut dire et que euh, lorsqu'on réalise des angioplasties du tronc commun, bien sûr que le syntaxe score est très important, mais il y a aussi une approche technique et Eric l'a dit à nouveau, a insisté là-dessus. Il y a l'expérience des opérateurs. On a vu d'ailleurs il faut se remémorer un petit peu les résultats de syntaxe à l'époque, qui montraient très clairement l'hétérogénéité des équipes, notamment des équipes de cardiologues interventionnels, mais aussi l'hétérogénéité des équipes de chirurgie en termes de résultats. Donc ça, je crois que c'est une réalité et qu'il ne faut pas se cacher. Quand on en fait beaucoup, qu'on fait du volume, on fait mieux. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est que effectivement l'imagerie, alors on va pas faire les jésuites, hein, on fait pas de l'imagerie dans tous les troncs communs, bien que ce soit recommandé. On le fait dans certains troncs communs. Je pense qu'il faut le faire dans les troncs communs dès que ce tronc commun est complexe. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des procédures avec du 7F plutôt que du 6F. Et dans le cadre d'un moindre doute, lorsqu'on fait une angioplastie du tronc commun, je pense qu'il est évident qu'il faille faire de l'imagerie pour vérifier surtout le bon résultat de l'angioplastie plus que définir la stratégie comme on le voit très régulièrement dans les lives, etc. C'est vrai que quand on part sur une angioplastie et qu'on sait qu'on va y faire de l'imagerie, angioplastie du tronc, c'est très utile en amont de l'angioplastie, mais ça l'est encore plus pour s'assurer que le résultat est parfait. Donc le tronc commun, c'est pas une angioplastie comme les autres et faut faire très bien et il faut pas faire quand il y a un syntaxe score très élevé. Et s'il y a eu cette pré-recommandation dégradée pour le tronc, c'est que vraiment ça valait le coup et ça a été repris par les membres de l'EBC qui sont des gens qui connaissent très très bien l'angioplastie des bifurcations. Donc, à l'issue de la publication de Sabatine, donc je crois qu'il faut vraiment être prudent quand on a un tronc commun avec une atteinte pluritronculaire. Voilà mon commentaire sur le tronc. Merci. Alors, je continue avec le tronc commun et le pluritronculaire. On reste dans la même recommandation chez le patient à faible risque avec plutôt une faveur pour la chirurgie. Et puis, chez le patient à haut risque chirurgical, l'angioplastie peut être considérée. On a cette revue systématique publiée en 2018 qui s'est intéressée aux essais randomisés qui avaient avec angioplastie soit du tronc commun, soit à des patients pluritronculaires versus chirurgie. Et là, on voit sur cette courbe que la mortalité est plutôt plus importante dans le groupe angioplastie que le groupe pontage. Si on passe à la diapositive suivante, la différence, elle est surtout liée finalement bénéfique pardon, pour les patients qui sont plus jeunes par rapport au pontage aortocoronarien. Si on regarde, c'est la quatrième ligne chez les patients qui ont moins de 65 ans. On peut aller à la suivante. Et également, on est en défaveur d'une angioplastie. La courbe numéro A, ça concerne les patients qui sont diabétiques. On voit que la mortalité sera plus élevée dans le groupe angioplastie que dans le groupe chirurgie de façon assez significative, 10 versus 15%. Est-ce que vous avez des commentaires dessus? Moi, j'avais aussi peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que finalement, nos techniques d'angioplastie, elles ont vachement évolué. À l'époque, il y a certaines études, elles comprenaient des, euh, des stents nus, pas toutes des stents actifs. Également, maintenant, on a plus de matériel pour pouvoir préparer les lésions. On a le shockwave qu'il n'y avait pas à ce moment-là. On a aussi les thérapies avec Effiant. Bon, ça rentre pas dans le syndrome coronarien chronique, mais pas mal de choses qui ont changé depuis finalement que les études premières sont sorties. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bah, je pense que les chirurgiens ont aussi progressé dans leur approche, hein.
On le voit d'ailleurs dans l'étude Syntax à l'époque, il y avait très peu de malades qui avaient bénéficié d'une revascularisation toute artérielle. Aujourd'hui, notamment chez les diabétiques, eh bien, les chirurgiens savent que s'ils veulent challenger l'angioplastie, ils le font très bien puisque c'est plus recommandé comme mode de revascularisation dans cette population. C'est parce qu'ils utilisent beaucoup de greffons artériels. Et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, mais la probabilité lorsqu'on met 6, 7, 8 stents d'avoir un patient qui revient, et c'est ça qui drive les choses, notamment chez le diabétique, hein, c'est les revascularisations récurrentes, on a une probabilité d'avoir des patients qui reviennent beaucoup plus élevée dans le groupe angioplastie. Donc, il faut l'accepter et il faut discuter avec les patients. Mais lorsqu'on a un patient jeune, diabétique, pluritronculaire, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait de la stabilité de la revascularisation auprès du patient et de lui dire on peut faire des angioplasties hein, si ça paraît raisonnable, mais par contre, vous reviendrez, vous risquez de revenir assez souvent. Est-ce que tu peux revenir sur les deux diapos en avant, en arrière, si tu veux bien? Celle d'avant? Ouais, celle-là. Non, 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 celle-là. Celle-là, elle est parfaite. En fait, encore une fois, là, on voit si sur cette diapositive illustre bien le sujet autour du multitronculaire. Il y a deux paquets différents, le diabétique et le non diabétique. Et tu l'as sur la 1, 2, 3, 4, 5, sixième ligne. Mhm. Donc, ces deux entités n'ont rien à voir. À partir du moment où le patient n'est pas diabétique, et il y a un point qui a été dit à plusieurs reprises dans les recommandations qu'il faut avoir en tête, et à condition qu'on puisse obtenir une revascularisation complète. Tout à l'heure, Hakim Mm. en a parlé, c'est-à-dire le syntax score de fin de procédure, ce qui est pas, enfin, ce qui est une façon de. Mais en tout cas, c'est sous réserve que l'angioplastie puisse se faire avec une revascularisation équivalente à celle qu'on aurait Exactement. obtenue avec la chirurgie. Donc, ce qui met aussi d'emblée en dehors du jeu, quasiment, les patients qui n'ont pas de lésion de l'interventriculaire antérieure. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, le bitronculaire. etc. Mais, donc, en tout cas, tritronculaire, non diabétique, revascularisation qu'on peut obtenir complète, en termes de mortalité, pas de différence. Et là, on est dans la discussion qu'on peut avoir avec le Mm. patient, avec l'ART team, etc., pour discuter des choses. Pour l'instant, aujourd'hui, il faut admettre que chez le patient diabétique, peut-être qu'on s'est amélioré, mais encore faut-il le montrer. Et là, on est quand même un petit peu plus juste. Et encore une fois, à partir du moment où l'IVA est dans la boucle, parce que on ne va pas Bien proposer sûr. de montage une coronaire droite ou une coronaire droite et une circonflexe sous prétexte qu'il est diabétique. Mais à partir du moment où il y a l'IVA qui est dans la boucle et que le patient est diabétique, aujourd'hui, le traitement de référence, c'est le pontage. Pour que les choses soient assez claires. Et ça doit être aussi dit au patient, parce que le patient peut avoir un choix différent, parce qu'on lui a bien expliqué, mais il faut quand même qu'on lui dise que pour nous, y compris en termes de mortalité, le traitement de référence passe par le pontage. Absolument. Oui, merci d'avoir rappelé ces deux points très importants aussi sur la revascularisation complète et puis l'IVA. Euh, pour le diabétique, ben, ça reste le chirurgien, hein. On voit en haut à gauche, en termes de mortalité, pour cette étude, c'était du Syntax de 2013, qui est très en défaveur de l'angioplastie. Et si on passe à la diapositive suivante, on avait le New England, hein, l'étude Freedom, qui s'est intéressée à comparaison chez diabétique, angioplastie versus pontage, qui a fait une analyse de suivi prolongé après 8 ans pour voir quelle était ben, la survenue d'événements par la suite. Il y a 25 centres qui ont pu continuer l'étude. Et puis, on voit le groupe ben, qui est plutôt en faveur, en pointillé rouge, hein, de la chirurgie, clairement en termes de survie. On peut passer à la diapositive suivante. C'était ici, pardon, j'ai un peu mélangé les infos. Donc, c'est là où on voit aussi qu'il y a un bénéfice qui est important dans l'analyse multivariée, donc qui se voit surtout chez les patients jeunes de moins de 63 ans. Voilà, la suivante. Chez le patient qui a très haut risque chirurgical, là, c'est une méta-analyse qui a comparé ben, la différence de
revascularisation et traitement médical optimal en général versus traitement médical seul et qui voit que de revasculariser tout court un patient, bah, ce sera bénéfique en termes de survie et puis aussi de survenue d'infarctus ultérieur plutôt que le traitement médical seul. Pour bah, la revascularisation du tronc commun et du pluritronculaire diabétique, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des commentaires encore ou je pense qu'on a pas mal balayé? Non, pour Non, moi. simplement une petite remarque. On l'a dit à l'introduction, je crois que c'est le moment aussi d'insister là-dessus. C'est que le contrôle des facteurs de risque et le traitement médical sont véritablement les traitements les plus efficaces. Je pense notamment au LDL, la baisse des LDL, l'hémoglobine glycosylée chez le diabétique. Je crois que tout ça, c'est vraiment la première préoccupation chez ces patients. Et dans ce cadre-là, il faut toujours se rappeler que le traitement médical doit être optimal avant même de se poser de toutes ces questions de revascularisation ou pas. Je crois que c'est un élément qui est vraiment, vraiment capital. Pas mieux. Et on termine du coup par ce groupe de patients avec fraction d'éjection inférieure à 35%. La problématique, c'est qu'il n'y a pas d'études randomisées ben, pour cette classe de population qui est très souvent exclue des études. Il y a une méta-analyse sur la diapositive suivante qui a ben, conduit à favoriser la chirurgie. Cette méta-analyse a montré un bénéfice en termes de mortalité très en faveur de la chirurgie comparé à l'angioplastie ou au traitement médical. Et pour le groupe d'après, donc le patient qui n'est pas éligible à la chirurgie, on peut passer à la diapositive suivante. Là, finalement, c'est une étude randomisée qui a comparé angioplastie versus traitement médical optimal. Et ben, en fait, dans cette étude-là, le traitement médical, ou plutôt l'angioplastie, ne fait pas moins de décès que le traitement médical. Mais on peut quand même se poser la question. Est-ce que vous auriez des commentaires pour ces patients? Non, je crois qu'il y a quand même un commentaire qu'on a évoqué tout à l'heure qui n'est pas suffisamment détaillé dans les recos. C'est les patients qui ont une très grosse dysfonction VG. Parce que 35%, c'est bien, mais quand ils ont moins de 20%, en fait, les chirurgiens ne veulent pas les toucher, hein. Même avec les pontages sans CEC, etc. Donc ça, c'est un sous-groupe de malades qui est un peu, qu'il faudrait préciser. Qu'est-ce que tu en penses, Eric, toi, de Non, ces non, mais c'est patients-là? c'est un très bon commentaire. Alors, le problème des recommandations, c'est qu'elles sont quand même soutenues beaucoup euh, par l'evidence-based medicine. Donc, en fait, Oui. le cutoff de 35, il est arrivé avec les études Stitch, avec voilà, cette étude-là également. Mais tu as raison. La question, c'est pour ça. Alors, euh, la question que tu poses, elle a été résumée sous le vocable du risque chirurgical. C'est ça, ouais. C'est un petit peu de dire, bon, finalement, donc, le risque chirurgical, il n'a pas été identifié comme étant spécifiquement des patients qui ont telle ou telle caractéristique, mais de dire, chez les patients qui vont être considérés comme à trop haut risque chirurgical pour telle ou pour quelle que soit la raison. Mais dans ces raisons, il y a souvent la fraction d'éjection, ou le fait que le patient soit passe et au-delà de la fraction d'éjection, une insuffisance cardiaque clinique, parce que fraction d'éjection et Ouais, insuffisance cardiaque sont reliées, mais ce n'est pas la même entité. Et là, effectivement, souvent, le risque opératoire est jugé trop important pour que le patient bénéficie du traitement. Et c'est souvent là qu'arrive la question de la revascularisation. Et donc là, c'est là pour ça qu'on a, dans les recommandations, on a gardé une place pour l'angioplastie pour, parce que effectivement, on a conscience il y a un gap entre les données qui existent et la réalité du terrain où on doit prendre des décisions pour des patients pour lesquels on n'a pas d'études en fait. Et donc, ouais, qui c'est sont ça. la frange de patients dont tu viens de parler, c'est-à-dire ces patients qui sont en dessous des 20% ou qui sont vraiment avec une grosse dysfonction ventriculaire gauche et où là, le risque opératoire est important, où la seule chose qu'on souvent peut proposer, y compris des patients qui sont sur de grosses dysfonctions VG plus un seul vaisseau restant, enfin, qui sont encore une fois des entités très particulières,
de patients à très haut risque et où là, on arrive sur la problématique de la revascularisation de patients très particuliers. Pour revenir encore dans ces situations-là, là, on a encore une fois, comme ça a été dit à plusieurs reprises, intérêt à ce que ces patients-là soient pris en charge par des équipes hyper entraînées, parce que ce sont des patients qui sont à très haut risque pour la chirurgie, sont aussi, doivent être managés de manière très précautionneuse au niveau de l'angioplastie, parce que c'est des choses qui peuvent évoluer très rapidement, très mal. Parfait pour moi. Oui, très intéressant. Ça montre la limite actuelle qu'on a, oui. Et ça illustre encore une fois le rôle de la R-Team, je crois, où Tout à fait. vraiment, Oui, tout dans à les cas fait. les plus complexes, comme c'est bien précisé, discuter avec les chirurgiens, avec d'autres spécialités également, les réanimateurs, les anesthésistes pour manager ça. Peut-être un petit point aussi sur la Art Team. La Art Team, elle est là pour discuter des choses qui sont à discuter. Elle n'est pas là pour se réunir pour se réunir et pour discuter de situations où on n'a pas besoin de discuter, hein. Je veux dire, encore une fois, l'idée, c'est on ne va pas discuter de savoir si, pour un patient qui est monotronculaire sur la coronaire droite qui est symptomatique, on ne va pas discuter avec le chirurgien enfin, ou Non, avec tout à fait. l'ARTIM pour savoir s'il faut lui mettre un stent sur la coronaire droite, hein. Je veux dire, faut pas, il faut, la ARTIM a sa place encore une fois, dans les situations qui en ont besoin, et aussi une place importante de la Art Team qu'on n'imagine pas toujours, c'est la Art Team, elle peut être aussi protocolisée, c'est-à-dire, c'est pas forcément une nécessité de se réunir au cas par cas, parce qu'il y a une contextualisation qui doit être faite en fonction de l'environnement, dans l'établissement dans lequel on travaille, des outils dont on a à notre disposition, et on peut convenir avec les anesthésistes et les chirurgiens que dans telle et telle indication, on va proposer telle orientation thérapeutique sans avoir à se réunir à chaque fois pour discuter s'il faut aller vers l'angioplastie ou le pontage, à partir du moment où tout le monde est d'accord. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent se faire sous l'égide de la HARTIM, c'est-à-dire, voilà, on s'est réunis, on a défini que je reprends l'exemple des patients avec des fractions d'éjection en dessous de 20%. Enfin voilà, il y a un certain nombre de situations où on va pouvoir définir quand même des règles, et la HARTIM va pouvoir définir des règles locales qui vont permettre d'une prise en charge fluide, parce qu'il ne faut pas que ce soit aussi un outil qui encombre l'organisation, en fait, hein. Cette HARTIM, elle est là pour aider, pas pour bloquer. Un autre petit point que je vois, moi, que je trouve pas facile, et qui est de plus en plus présent dans les recos, c'est de prendre en compte la vie du patient. Et je pense que ça, c'est une chose qu'on doit faire de plus en plus, mais c'est pas facile de le faire en toute objectivité quand on présente les différents modes de revascularisation. Et je pense que ça, il va y avoir un apprentissage aussi de notre côté pour essayer d'être le plus objectif possible. Parce qu'on sait que des fois, même en art team, les décisions sont difficiles à prendre. Et je pense qu'il ne faut pas demander au patient de prendre la décision tout seul, hein. Il faut essayer d'éclairer au maximum son choix. Mais je crois que c'est pas aussi simple. C'est écrit partout dans les recos. Mais sincèrement, je crois qu'à mettre en pratique, c'est un élément qui n'est pas évident. Non, non, tu as tout à fait raison, mais l'idée de ces textes-là, c'est qu'il faut pas. La limite, elle est pas simple à trouver en disant Oui, effectivement d'avoir une présentation biaisée des informations, mais en même temps, l'art, c'est pas un procès. C'est pas un procès vis-à-vis du patient avec une sanction qui va lui être assénée en disant bah voilà, la HARTIM s'est réunie et la HARTIM elle a décidé que pour vous, monsieur, c'était ça. C'est l'idée de cette prise en compte du patient, elle est aussi là. C'est-à-dire que le patient, il doit accompagner la décision et non pas la subir. Mais c'est vrai que c'est pas tout à facile à fait. mettre en œuvre. Tout à fait. Oui, c'est une belle façon de présenter les choses. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. S'il n'y a plus d'autres commentaires. Un grand merci à Kim et Eric pour ces explications et ces discussions extrêmement enrichissantes. Merci beaucoup également, Nathalie. Et donc, je vous rappelle juste le prochain épisode du Journal Club du GACI qui aura lieu le 5 novembre à 19 heures, qui portera sur les indications de la coronarographie et du coroscanner. Et je vous encourage à suivre le GACI et les jeunes du GACI sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer le lien et les prochaines informations
pour le journal club. Et donc, les replays seront disponibles sur la chaîne YouTube du GACI. Merci beaucoup. Merci à À tous. bientôt. Merci à Merci tous, merci, et bravo à tous. merci à toi Nathalie, merci Antonin, et encore une fois, vous aurez accès et diffuser l'information, ce que la vidéo va être disponible dès ce soir grâce à Antonin, ou demain matin ou plus tard, sur YouTube, et vous pourrez la diffuser à vos copains. À bientôt. Salut à tous et merci. Bonne soirée à tous, bye À bye. bientôt.